je passais entre les jambes, tandis que lui, il passait au-dessus. Il y en a qui ne couraient plus, de là. Eh oui. Vous savez, ils couraient plus. Là où ils jouaient au rugby. Car on est jeunes. Et surtout quand c'était des gros qui me poursuivaient. Voilà. Mais vous étiez, voilà. C'était à la bonne époque. Il était en train de dire. Première enceinte de la ville qui avant était entourée par des fossés. C'est vraiment protégé. Là, c'était la première enceinte. Et là, à gauche, vous avez l'endroit où on avait mis les. Il y a un SMG. Le ghetto. Honnêtement, je me préoccupe pas de bien blanc. Quand on est blanc, je trouve personne. Moi, c'est pas la Il a une bonne tête, hein. ça sent bon. Oh là, prends la photo, trop beau. Oh. Et voilà, mauvais. J'ai acheté un t-shirt, je vais pas acheter en plus des bijoux. Mais non, j'ai acheté. Et mesdames, on s'en va là, hein? Bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est agréable, c'est chaud. Je tire pas du tout le feu. Je tire pas du tout. Voilà, bienvenue à Pézenas. On va commencer ici donc la visite pour vous présenter un petit peu la physionomie de la ville avant d'aller dans le centre historique. Les quelques là-bas. Alors, voilà. Donc Pézenas, on sait que la ville existe depuis 990 parce qu'elle est mentionnée dans le testament de Guillaume, vicomte de Béziers. Mais elle n'est pas située ici, mais un petit peu plus au sud, avec une église qui s'appelle Saint-Peyre, une tour, et tout ceci près du Gué-sur-la-Peyne. Donc à la jonction de la carrière Mercadal, une rue marchande donc, qui suit la vallée de l'Hérault et qui traverse à cet endroit-là, donc la rivière que vous avez juste derrière nous ici, la Peyne. Voilà. Donc la ville ensuite s'est constituée, alors on pense avant le début du XIe siècle, puisqu'à cette époque-là, sont mentionnés dans les textes le château à cet emplacement, derrière nous, on va y aller, et la commanderie des Templiers à l'emplacement de l'église actuelle et des quartiers qui sont autour. Et ensuite, donc, la ville se constitue entre ces deux points forts et s'entoure donc d'un rempart que nous avons ici, avec la dernière tour, là, donc qui protégeait une des portes de la ville, qui avait 5 portes. Donc la base de la tour ici est au moins du XIIIe siècle et les remparts ont été réaménagés au XIVe siècle. Alors nous avons deux périodes importantes donc, pour l'histoire de la ville. Au Moyen-Âge, en fait, c'est Saint-Louis qui achète la ville en 1262. Donc la ville devient ville royale, il n'y aura pas de seigneur, c'est le roi qui est le maître de la ville, il est représenté par un châtelain. Et donc Saint-Louis autorise la ville à organiser des foires. Et ces foires vont faire sa richesse, surtout entre le XIIIe et le XVe siècle, mais elles vont se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle, où la foire de Beaucaire va prendre le relais, va devenir la foire importante de la région. Ensuite, une deuxième période, et c'est la période au cours de laquelle la ville va s'agrandir, au niveau donc, des faubourgs. Bon, il existe quelques embryons déjà au Moyen-Âge, mais cette ville s'agrandit tellement qu'on est obligé de construire un nouveau rempart ici. On va détruire la muraille qui se trouvait là, combler le fossé et aménager à cet emplacement une grande promenade surélevée qui sera la première aménagée dans la province. Et ça sera fait par Henri II de Montmorency, gouverneur du Languedoc, et on va reparler plus loin donc de ces gouverneurs. Voilà, donc je vous invite à me suivre. On va rentrer par la porte de Péra, du nom de cet hôtel particulier. Allez. Alors ici, on est donc devant l'entrée principale de l'hôtel de Péra. Excusez-moi, si vous parliez de Simon de Montfort, c'est celui qui a démoli le château? Non, il a c'est plus reconstruit tard le château. Alors c'est autre chose. Donc ici, on est au XVIIe siècle en fait, avec l'aménagement de cet hôtel particulier. Donc c'est une famille qui rachète donc un certain nombre de bâtiments. On sait qu'il y a déjà une demeure médiévale, mais aussi une étable, une maison plus modeste, des cours.
Et donc le principe en fait à Pézenas, quand on veut se faire construire un bel hôtel dans la ville médiévale qui est quand même enserrée dans ses murs, c'est qu'il faut pendant quelques années essayer d'acheter le maximum donc, de parcelles, les unes à côté des autres, et d'aménager à partir de tout ça donc un hôtel particulier. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Le propriétaire a aussi acheté le devant de la maison de manière à être sûr que sa porte sera bien mise en valeur et ne sera pas cachée par d'autres constructions. Ici c'est une porte assez particulière, donc protégée par ces deux échauguettes qui ont plutôt un caractère, on dit ostentatoire, pour montrer la puissance de la famille plutôt que défensif. Vous voyez l'épaisseur des pierres qui sont très très minces, mais on peut imaginer quand même qu'il y avait des personnes qui surveillaient qui arrivaient à la porte là. Et l'hôtel est aménagé autour d'une cour carrée avec à gauche un grand escalier de pierre, à droite donc les écuries et au fond un bâtiment traversant donc avec une vue magnifique sur l'extérieur de la ville. Et donc il a vraiment choisi, ce monsieur de Perra, un superbe emplacement à l'entrée de la ville face au pont, mais qui n'est pas la porte d'origine. C'est une porte de la fin du 19e siècle qui a été donc déplacée, qui était à l'alignement de ce mur et qui a été déplacée pour aménager un accès véhicule pour entretenir cette vue, dans laquelle il y a aujourd'hui des bassins d'eau de la ville et puis un petit jardin donc, qui est ouvert pour certaines manifestations. Alors ce château, donc on sait qu'il existe depuis le début donc, du XIIe siècle, que le représentant du roi donc, y loge lorsqu'il vient à Pézenas. Et donc je vous ai parlé des gouverneurs du Languedoc, et c'est en fait une famille qui va diriger donc ce Languedoc, être gouverneur pendant plus d'un siècle, les Montmorency, originaires du bassin parisien. C'est une famille très importante qui possède plus de 600 fiefs. Les Montmorency, donc en fait, vont être trois se succéder ici au poste de gouverneur du Languedoc. Donc les deux premiers sont aussi connétables, c'est-à-dire le ministre des Armées, donc des personnages très importants, donc qui vont être gouverneurs militaires du Languedoc. Donc le premier est connétable sous Henri II, François Ier et Charles IX, et le deuxième sera le connétable d'Henri IV. Le troisième ne sera pas connétable. Alors ces trois Montmorency vont être importants pour la ville parce que chacun va construire des choses importantes. Donc le premier, de grandes halles de bois à l'extérieur de l'enceinte médiévale, donc déjà ils franchissent l'enceinte médiévale. Le deuxième va être donc à l'initiative de la construction de la deuxième enceinte de la ville. Mais il ne logera pas dans ce château puisqu'on va faire donc un château à l'entrée de la ville de ce côté-là, la Grande Entrée, qui a été reconstruit depuis, mais le domaine existe aujourd'hui. Et donc le troisième va être celui qui va construire cette grande promenade surélevée à la jonction de la ville médiévale et de la ville forestière. En fait, les États consentent l'impôt au roi sous forme de dons. Ils ont un pouvoir important. Donc ça ne plaît pas, et donc on veut leur enlever donc, ce pouvoir-là. Et les nobles de la province, avec à leur tête donc Henri II de Montmorency, se révoltent. Il y a une bataille à Castelnaudary, au cours de laquelle il est blessé et fait prisonnier. Et il sera décapité à Toulouse dans la cour du Capitole. Et Richelieu ordonne la démolition donc, du château de Pézenas, qui sera faite aux frais de la collectivité. Ce sont donc les consuls et la commune qui doivent démolir leur château. Voilà, les pierres serviront à construire des maisons aux alentours, mais on a trouvé des choses qui nous font penser qu'il y a eu des décors assez riches dans ce château. D'ailleurs, Henri de Montmorency, le premier donc, des gouverneurs, était propriétaire du château d'Écouen, qui est aujourd'hui le musée de la dernière façade d'hôtel particulier qui nous reste à peu près dans son jus, à l'exception du portail de gauche qui a été percé plus tard. Et donc vous voyez, c'est sur la porte d'entrée que se concentre le décor. Voilà, au premier étage, on a les pièces de réception. Voilà, des pièces plus intimes, en haut, sans qu'il y ait encore de séparation entre salle à manger, chambre, etc. Les domestiques vraisemblablement donc, au dernier niveau, les cuisines au rez-de-chaussée ainsi que les pièces de stockage. Donc, tous ces hôtels ont une cour et un grand escalier. C'est le principe des hôtels particuliers de Pézenas. Alors ce qui est important donc, de dire, c'est que c'est un des premiers hôtels restaurés à Pézenas, donc par des enseignants, avec lesquels M. Carnot c'était les mêmes d'anglais. Et ceci dans le cadre du secteur sauvegardé. Donc Pézenas est secteur sauvegardé depuis 1965. C'est André Malraux qui en 1962 donc, a promulgué cette loi. Donc,
On est un des premiers secteurs sauvegardés avec Uzès en Languedoc, avoir été donc sur cette première liste. Et donc depuis, des travaux importants ont été réalisés et se poursuivent encore. Il y a encore des restaurations d'hôtels qui sont faites la plupart du temps par des investisseurs qui bénéficient de déductions fiscales. Ce n'est pas donc le cas ici où c'était des propriétaires occupants. Maintenant, c'est une loi qui permet plutôt de faire du logement. On a des rues qui rejoignent les différentes portes de la cité. Toutes les rues convergeaient vers cette place. Voilà. Et qui portent les noms des métiers qu'on y pratiquait autrefois. Ici, la rue Canabasserie où on travaillait le chanvre. On prendra tout à l'heure la rue Triperie-Vieille, par exemple. Mais il y a aussi la rue Mercière. Alors derrière vous, la maison consulaire qui a été reconstruite au XVIIIe siècle, mais qui existait déjà ici au moins au XVe. Et les consuls sont présents à Pézenas très tôt, dès le milieu du XIIIe siècle. Voilà, donc une magnifique ferronnerie. Donc à Pézenas, on a une très grande richesse donc, en travail de pierre de taille, de ferronnerie et de menuiserie à travers les différentes portes que vous verrez. Et des artisans, donc une trentaine d'artisans installés à l'intérieur de la vieille ville, donc qui fabriquent et qui vendent dans leur atelier. Et ici, donc, c'est devenu la maison des métiers d'art, avec des expositions donc, de créateurs, d'artisans créateurs. Donc il y a 3 ou 4 expositions par an avec de très belles pièces, d'un niveau national. Voilà. Allez, on va voir l'hôtel Lacoste. Ici, on est dans l'hôtel de Lacoste, une demeure médiévale la plus importante de la ville, de la fin du Moyen-Âge, puisqu'elle a été bâtie au début du XVIe siècle, par le seigneur de Lacoste, un village voisin, et un seigneur qui était aussi un marchand de draps. Ce sont essentiellement des draps de laine que l'on vendait sur les ports de Pézenas. Voilà, donc ce que vous pouvez remarquer, c'est l'utilisation de style gothique, soit tardif, avec de magnifiques voûtes sur le passage là-bas. Puis qui a été aménagé dans la cour, le signe d'une demeure très riche, puisqu'on avait plutôt cherché de l'eau au puits public ou à la fontaine publique. Et puis donc ce système de galerie qui permet de desservir l'ensemble de la demeure, avec toujours la pièce principale, la pièce d'apparat qui donne sur la rue, qui a un magnifique plafond de bois mais qu'on ne peut pas voir. Donc ici au rez-de-chaussée, nous avions les pièces de service et les écuries qui étaient accessibles par le tunnel sur le côté. On a encore la trace de la cheminée. Et au Moyen-Âge, on a toujours un système de 2 escaliers. Un escalier principal en L sur la cour qui est ouvert. Donc ici, il y a une partie qui a été rajoutée au XVIIe siècle, c'est celle-ci. Donc il faut imaginer cet escalier qui n'était pas couvert. Et un deuxième escalier qui va desservir les autres. C'est un hôtel Carillon de Luzas. Du début du XVIe siècle, comme l'hôtel Lacoste. Voilà. Alors ici, vous voyez l'escalier en L. Et puis le deuxième escalier, donc en colimaçon, à vis, qui est d'une facture très intéressante. On a fait appel à des tailleurs de pierre chevronnés pour réaliser ce magnifique escalier, avec des machicoulis qui sont décoratifs, qui ne sont pas du tout défensifs. Et surtout cet escalier qui repose sur cette colonne qui elle-même prend appui sur la margelle du puits. Donc le puits constitue sa fondation. Voilà, c'est ce type de garde-corps qu'il faut imaginer sur les maisons du Moyen-Âge, et pas du tout des balustres. Et on est encore ici dans la demeure une demeure qui servait au moment des foires pour vendre les marchandises. Donc il faut imaginer ici donc un grand préau ouvert, pas du tout de porte au milieu. Et donc on présente les draps de laine, donc sous ces préaux. Voilà, et on utilise donc pour le pavement des cours, bien souvent la calade, donc les galets qui sont extraits dans la rivière toute proche, qui reçoit donc des alluvions du causse basaltique jusqu'au-dessus de Pézenas. C'est pourquoi vous voyez les pierres de basalte. Puisqu'on est dans les pierres, d'où viennent les pierres? Alors ici, donc c'est le calcaire coquillé qui est extrait dans comme les carrières pierres du Pont du qui Gard, sont... pareil. Voilà, mais Voilà, tout comme autour le de Pont du Gard, c'est une Pézenas. pierre. Voilà, oui, c'est de la roche sédimentaire. Et donc, on a plusieurs carrières autour de Pézenas. On ne va pas chercher la pierre très loin. Au maximum à 5 km à Nézien-l'Évêque pour les parties sculptées les plus fines, qui nécessitent un grain. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles n'ont pas subi trop les outrages du temps. Non. Parce que ça craint ces pierres-là. Et oui, c'est friable. Alors, C'est des pierres belges, elles se fritent. Il y en a Pierre du Gard. Il y a plusieurs duretés, et celles-ci sont assez solides. Voilà.
avec une magnifique porte donc à fronton, et imaginez à l'intérieur un passage sous l'immeuble, une cour et un grand escalier à balustre. Voilà. Et regardez la taille des volets au premier étage, ça vous donne donc la hauteur sous plafond de ces pièces au premier niveau. Une fenêtre, ça Extrêmement grande. Un Ici dans un hôtel du XVIIIe siècle, donc plus de balustre, plus d'escalier en totalité en pierre. Mais donc ici c'est la ferronnerie donc, qui remplace au niveau des garde-corps et qui permet d'alléger la structure de ces escaliers. Alors il y avait autrefois des feuillages, on en voit un petit peu de ce côté-là, donc des feuillages en tôle repoussée qui étaient, quand les propriétaires avaient les moyens, dorés à la feuille d'or. Et puis le travail donc, du fer forgé pour les parties courbes. Alors au niveau des assemblages, il n'y a pas de soudure, tout est fixé avec des rivets ou bien des bagues qui attachent deux parties métalliques et toujours avec une section carrée au XVIIIe siècle. Voilà, si vous voyez des fers plats, c'est en principe plus ancien, c'est du XVIIe. Donc vous voyez ce calcaire qui est utilisé en dallage ici au niveau du sol. Et puis vous avez ici donc de très très grandes pierres qui ont été utilisées pour la base de l'escalier. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est de ce côté-là, des arcs de pierre. Donc sur derrière la volée d'escalier ici, vous voyez le départ d'arcs de pierre ici aussi, qui vous montre qu'on aménage donc ces hôtels à partir de demeures déjà existantes.